by your courage and conviction. Bonsoir et bienvenue dans Décryptage. Dimanche 25 juillet au soir, suite à des manifestations ayant éclaté dans plusieurs villes tunisiennes pour exprimer le rejet de la classe politique et notamment des représentants du parti majoritaire de l'Assemblée des représentants du peuple, le président de la République Kais Saïed a annoncé le gel des pouvoirs du Parlement et le limogeage du chef du gouvernement. La Tunisie est en effet plongée dans une crise politique qui rend la prise de décision difficile. Entre affrontements à l'Assemblée et conflits ouverts entre le Parlement et le président de la République, les blocages politiques sont nombreux, tandis que la situation sanitaire et sociale se dégrade à une vitesse édifiante. Alors, quelles sont les causes d'une telle crise institutionnelle? Quelles peuvent en être les issues? Tout de suite, décryptage. Bonsoir et bienvenue à tous à nouveau à la table de décryptage ce mardi. Reda Hariraj, spécialiste en sociologie des conflits, spécialiste de l'Afrique du Nord et de la Turquie. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci également. Avec nous également à partir de Tunis, Fethaï Chemri, ancien député tunisien. Vous êtes avec nous en direct de Tunisie. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Heureux et honoré. Et avec nous également en direct de Tunisie, Youssef Tlili, vous êtes constitutionnaliste tunisien. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et à vous tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup. On rentre directement dans le vif du sujet, Monsieur Hariraj. Quelles étaient les conditions socio-économiques qui ont mené à ce fameux 25 juillet en Tunisie ? Il faut dire que la situation économique d'une manière générale s'est dégradée en Tunisie ces dernières années, à tel point que le pays a été obligé, la Tunisie, qui est un pays qui est lourdement endetté, a été obligé de solliciter un quatrième plan d'aide en l'espace de 10 ans, sur fond de crise sanitaire aiguë, qui a été gérée de manière approximative par l'ancien Premier ministre. Et en plus de ça, il y a la pression aussi, il y a une pression sécuritaire aussi bien au niveau du pays voisin, la Libye, et qui a fait que depuis la révolution de 2011, la Tunisie a reçu près d'1 million de réfugiés, sans oublier les activités terroristes au niveau du Manche Ambi, qui créent une situation insécuritaire. Donc il y a 3 défis qui se sont posés au régime tunisien. Le premier défi, il est donc économique, avec la dégradation sérieuse de la situation interne en Tunisie. Le deuxième défi, il est de nature sécuritaire, la guerre en Libye. Et enfin, le troisième point, la situation sanitaire qui a pris un tournant très délicat au cours de l'été 2011. Et ce sont ces 3 éléments qui ont poussé le président de la République tunisienne à passer à l'étape suivante. Et justement, le président tunisien Kais Saïed hier a prononcé un discours très attendu en Tunisie. Alors j'ai noté quelques points essentiels. Le Parlement restera suspendu jusqu'à l'organisation de nouvelles élections, ce qui revient de facto à dissoudre la Chambre actuelle que le président tunisien avait gelée le 25 juillet justement. De nouvelles élections législatives auront lieu le 17 décembre 2022 sur la base d'une nouvelle loi électorale. Accélération de la lutte contre la corruption. Il a mis en garde la justice qui ne ferait pas son travail selon Kais Saïed, et également donc cette consultation populaire du 1er janvier 2022 au 20 mars, le 20 mars qui, je vous le rappelle, est la date d'indépendance tunisienne. Quelle est votre lecture de ce discours avant de l'entendre justement, d'entendre les principaux points abordés par Kais Saïed? Quelle est votre lecture, M. Hariraj? En fait, c'est un gage que le président de la République tunisienne donne aussi bien à l'opposition qu'au peuple tunisien pour leur dire qu'actuellement, il est en train d'assumer des responsabilités qui sont très délicates. Et ces responsabilités-là, il a été poussé à un moment donné à les prendre, mais que le retour vers la légalité constitutionnelle pleine et entière va avoir lieu avec le consentement aussi bien des partis politiques tunisiens, de la société civile tunisienne, que des citoyens tunisiens. Donc c'est un désir de revenir. Le président Kais est à la recherche d'un consensus national. Très bien, on va écouter tout de suite Mabrouka Khadir. Vous êtes journaliste tunisienne, j'espère que vous êtes avec nous. Quels sont les principaux axes qui ont attiré l'attention des Tunisiens? Vous étiez ce matin dans les rues tunisiennes, dans la capitale Tunis, pour avoir justement les premières impressions des Tunisiens. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous tous. En fait,
Je viens de prendre quelques interviews aujourd'hui dans la rue à Tunis, la capitale, et bien sûr, j'ai trouvé que les Tunisiens sont divisés en deux. Il y a ceux qui sont rassurés avec l'agenda qui a été déclaré de la part du président de la République hier soir, et il y a ceux qui ont dit que on va attendre encore peut-être toute une année pour résoudre les problèmes économiques, sociaux, et que le pays n'est pas vraiment apte aujourd'hui d'attendre tout ce temps-là. Et il y a ceux qui ont dit vraiment qu'il n'y avait pas dans le discours du président de la République des paroles ou des décisions sur le niveau économique et social. Et ça, c'est un vrai souci pour tous les Tunisiens qui n'attendent pas vraiment des procédures ou des mesures politiques, plutôt des mesures économiques, parce qu'ils craignent que la crise économique actuelle s'aggrave de plus en plus pendant cette année, pendant l'année 2022. Et il y a ceux aussi qui considèrent que le fait d'entrer dans une nouvelle phase politique au niveau de la Constitution et au niveau aussi des élections législatives prochaines, ça pourra aussi coûter de l'argent de la caisse nationale. Madame Khader, si on parlait du référendum, justement, de cette consultation populaire, quelle a été la réaction des Tunisiens ? Bon, écoutez, en fait, les Tunisiens sont divisés en deux. Il y a ceux qui voient qu'on a besoin de toute nouvelle procédure politique et que on a besoin de donner les Tunisiens une nouvelle opportunité politique avec une nouvelle confiance dans tout ce qui est parti politique. Et dans ce cadre-là, ils sont tout à fait pour les procédures prises par Kais Saïed, mais il y a des autres qui disent que on n'avait pas besoin de référendum, on a besoin de reformuler la loi électorale seulement, et pour passer directement aux élections qui pourront vraiment aboutir à des nouvelles instances publiques telles que le Parlement et aussi le gouvernement. Donc voilà, il y a au début, il y avait pas mal de gens, pas mal de Tunisiens qui soutiennent Kais Saïed. Maintenant, il y a pas mal de gens qui craignent qu'on est en train de perdre du temps avec ces nouvelles procédures qui pourront vraiment coûter beaucoup pour les Tunisiens qui attendent surtout une nouvelle approche économique et sociale de la part du président de la République. Merci beaucoup, Madame Khader. Youssef Tlili, vous êtes constitutionnaliste tunisien. J'aimerais avoir votre réaction concernant ce que vient de dire notre journaliste en Tunisie, donc la journaliste tunisienne Mabrouka Khadir, sur cet avis mitigé de la rue tunisienne. C'est normal qu'il y ait un avis mitigé parce que la situation est très compliquée et très complexe. Et on va dire que tout le monde n'a pas accès aux mêmes outils d'analyse pour pouvoir comprendre et bien interpréter la situation. Alors, s'il est vrai que le processus entier du 25 juillet qui a mené au discours du 13 septembre est lié à un contexte de crise économique et de crise politique. Il faut rappeler que la Tunisie est en crise économique depuis les années 2000. Depuis les années 2001, nous sommes entrés en récession. Avec la crise des subprimes, nous sommes en crise économique et ça a continué. La crise économique n'est pas nouvelle. Seulement, ce sont ces manifestations qui se sont aggravées. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, la crise politique aussi est une crise politique qui est ancienne. Elle a commencé avec la question de la succession de Ben Ali dans les années 2000 pour éclater avec la révolution et donner un régime politique en fait qui n'a pas marché et qui a été très instable et qui a divisé le pouvoir, et il a mené au 25 juillet. C'est tout un processus qui s'est étalé sur près de 20 ans qui a mené au 25 juillet. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation où nous avons une opportunité de régler la question politique. Si on arrive à régler la question politique, on va pouvoir traiter des questions économiques et sociales. Mais tant que la question politique, c'est-à-dire comment est dirigée les affaires publiques, où sont dirigées les affaires publiques et comment est dirigé l'État, n'est pas réglée, ou si on a un régime qui est moribond, ou si on a un régime en fait où personne ne gouverne et tout le monde se jette la responsabilité, nous ne pouvons pas avancer. Donc, s'il est vrai que les gens ne comprennent pas
aussi, il n'y a pas eu un effort pour expliquer aux gens quelle est la situation en Tunisie. Les gens sont en train de découvrir chaque jour des événements, beaucoup d'informations, mais ni les politiques qui ont complètement failli depuis 10 ans, ni même les autorités publiques, ni ce que vous voulez, ni même les universitaires et autres n'ont expliqué aux gens quelle est la réelle situation de la Tunisie. La Tunisie est un pays qui était dans une mauvaise situation depuis assez longtemps, et là nous sommes dans un processus normal. Et nous ne pourrons améliorer notre situation économique et sociale seulement et seulement si nous réglons la question politique. Monsieur Chemkri, très rapidement, j'aimerais vous faire réagir concernant donc ce discours du président tunisien Kais Saïed. Vous êtes donc ancien député, donc quelle a été votre réaction concrètement, monsieur Chemkri? Mon point de vue, je dirais que le président Kais Saïed continue de jouer à l'apprenti sorcier. Je résume très rapidement, parce que si vous me donnez le temps d'analyser, je pourrais vous dire pourquoi je le qualifie d'apprenti sorcier. Il est certain que la Tunisie est dans l'impasse. Elle cherche une solution, et puis plus la solution tarde, plus la situation s'aggrave. Et aujourd'hui, avec les mesures annoncées par Kais Saïed, qui sont des mesures plus ou moins vagues, difficiles à mon point de vue de les mettre en pratique, alors que la situation réelle du pays, aussi bien les finances de l'État que le vécu des Tunisiens s'aggrave de plus en plus. Donc nous n'avons pas le temps de faire des raccommodements ou rien n'augure que l'avenir ou le court terme va voir une issue de la crise. Je pense que les choses vont aller en s'aggravant, malheureusement. Voilà, dans le court terme et même dans le moyen terme, voilà comment je vois la situation. Alors je vous propose tout de suite d'aller écouter les principales décisions du président tunisien Kais Saïed que nous avons sélectionnées. Donc il s'agit donc de corruption, de référendum et tout ce dont nous venons de parler. On revient juste après. قبل أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى 11 لهذا الانفجار التاريخي غير المسبوق. أولا يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة. ثانيا تنظيم استشارة شعبية بداية من الفاتح من شهر جانفي القادم، وقد تم بعض الإعداد للمنصات الإلكترونية، كما بدأت بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة ومختصرة، وقد تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية. رابعا يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 من شهر جويلية، تاريخ الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية. خامسا تنظم انتخابات تشريعية إن شاء الله تعالى وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 من شهر ديسمبر من سنة 22 و2000، أي بعد حوالي عام من الآن. سادسا سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ سنة 12 و2000. Donc c'était le discours prononcé hier soir par le président tunisien Kais Saïed. Kais Saïed, monsieur Tlili, qui a mis l'accent sur la gravité de la crise multidimensionnelle que traverse la Tunisie et surtout la responsabilité de certaines parties dans la prolongation de celle-ci, notamment concernant la gestion de la crise sanitaire, monsieur Tlili. Oui, alors par rapport à la crise sanitaire, vous le savez, parce que les Algériens nous ont beaucoup aidés pour sortir justement de la mauvaise situation où nous étions. L'ensemble de l'appareil politique était tellement bloqué et il ne pouvait pas y avoir de décision ou de prise de décision rapide. Et les luttes politiciennes fratricides sont arrivées à un tel point que
le dispositif public en entier et étatique a été à côté de la plaque par rapport à la gestion de la crise Covid. Nous sommes arrivés à avoir des nombres de morts par jour qui sont très élevés, même en situation de guerre ou lors des anciennes grandes épidémies. La Tunisie n'a jamais connu ce genre de nombre de morts. Et cette défaillance quasi générale du système, disons, de prévention, etc. Donc, la question du Covid a beaucoup ajouté. Mais mais ça c'est conjoncturel. Il y a un problème structurel qui a été mis, qui a commencé après la Révolution et grâce à la Constitution de 2014, la première Constitution d'après-Révolution. C'est que la Constitution de 2014 a mis des institutions qui sont ingouvernables. Un Parlement qui élit le chef du gouvernement. Et personne n'a autorité pour, les pouvoirs sont déséquilibrés. Personne ne peut, par exemple, influencer le Parlement. Le Parlement se constituait ou se considérait comme étant une corporation plus qu'un Parlement. Et nous avons vu des projets de loi qui ne sont pas passés, des projets de loi qui sont restés des années et des années dans les tiroirs et qui n'ont pas évolué, etc. Et au final, c'est un contexte qui nous a menés à cette situation au 25 juillet. Et donc, pour revenir à votre question, il faut prendre la chose dans son contexte et dans son histoire. En Tunisie, nous avons très mal géré notre transition démocratique d'après 2011. Et nous l'avons tellement mal géré que le 25 juillet apparaît comme étant un résultat naturel à cette situation. Et là où il y a un côté positif, c'est que le président de la République a assumé sa responsabilité en tant que garant de la continuité d'État et en tant que garant de la Constitution et a intervenu d'abord. Et ensuite, il y a quelque chose qui est très très important, c'est que nous restons dans un cadre civil. Et c'est une autorité qui a la légitimité électorale, qui a pris les choses en main et qui a mis en place un nouveau, calendrier de sortie de crise avec une nouvelle vision de la transition, avec une idée de faire participer la population qui a été progressivement mise à l'écart les 10 dernières années dans la gestion et dans le choix de son ordre constitutionnel. Et ça, c'est très important, même si je suis d'accord avec M. Chemri, où il y a beaucoup de mesures qui sont un peu floues ou pas très élaborées, ou à la limite qui ne sont pas très, ou du moins encore très sérieuses. Mais quand même, il y a une nouvelle approche pour relancer le processus démocratique en Tunisie. Et justement, j'aimerais avoir votre avis. Ce n'est pas un État militaire, ce n'est pas un putsch d'une autorité, etc. C'est un processus de reprise en main de la chose et de la transition démocratique. Parce que le seul choix que les Tunisiens vont accepter, c'est un retour à la démocratie et un retour au fonctionnement d'institutions démocratiques. Or, ce qui s'est passé les dernières années était très très loin d'une pratique démocratique. Oui, et justement, j'aimerais faire intervenir Monsieur Fath Chemri, donc justement sur la responsabilité de certaines parties, comme je le disais à Monsieur Tlili, dans la prolongation de cette crise en Tunisie, Monsieur Chemri. Cette crise est la crise d'une société et les solutions doivent être cherchées de manière collective, c'est-à-dire les gens doivent participer à la recherche de solutions. C'est ce qu'on a commencé après le 14 janvier, c'est-à-dire que la société tunisienne, bon an, mal an, avec beaucoup de problèmes, avec peu de maturité politique, etc., nous avons commencé à l'intérieur d'institutions. On a essayé de mettre des mécanismes pour essayer de sortir notre pays de l'impasse. Et bien entendu, beaucoup d'erreurs ont été faites. Je pense notamment aux islamistes, au parti Nahdha, qui a eu une opportunité historique de diriger de manière importante le pays, mais qui a complètement échoué. Et aujourd'hui, je dirais que le parti islamiste sème ce qu'il a récolté. Il a semé le vent, il récolte la tempête. Kais Saïed a bénéficié de ce rejet massif populaire de les 10 années de Nahdha. D'autres partis ont une responsabilité aussi. Moi, je dirais aussi que tout le monde, tous,
gauche-droite, on a une responsabilité plus ou moins grande chacun. Aujourd'hui, c'est le point de vue d'une seule personne qui s'impose à toute une nation dans une situation grave, difficile, où le pays risque de partir en éclats à tout moment. Je pense que le président Kais Saïed continue de vivre dans sa propre sphère, dans son monde à lui. Il ne parle pas, il ne communique pas. Hier, il nous a pris par surprise. Il a fait son allocution, il a prononcé, donc, il a annoncé son point de vue, sans consulter, sans parler, sans rien du tout. Donc, c'est lui, il dit que le peuple le soutient, le peuple le suit. Donc, il pense qu'il est, il a un mandat d'homme, de sauveur suprême. Il ignore la réalité des choses. Je n'ai pas le temps pour développer, dire combien de fois, quand il parle de choses qu'il ne connaît pas, qu'il fait marche arrière, qu'il tâtonne, vraiment il tâtonne. Donc aujourd'hui, voilà, ce qu'il propose ne rassure pas du tout. Il n'apporte pas il ne met pas le doigt sur les questions essentielles. Je pense que le problème en Tunisie n'est pas le manque de solutions. Les solutions ont été proposées à droite, à gauche, etc. Le problème, par exemple, à mon point de vue, c'est l'impossibilité, les difficultés d'appliquer. Est-ce qu'il n'y aurait pas une situation d'urgence qui menace sur l'intégrité de l'État national tunisien? Moi, je crois pas. Décision, ce que je veux dire. Je crois pas à cela. Je crois que le vrai problème, un des principaux problèmes de la Tunisie, c'est l'État tunisien lui-même. C'est un État qui est un État bureaucratique, un État qui aujourd'hui coûte cher à la société. C'est un État qui est le berceau et le foyer de la corruption. C'est l'État lui-même qui est le problème majeur en Tunisie. Donc, l'État n'est en rien menacé. C'est la société qui est menacée par cet État. Aujourd'hui. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr, Monsieur Harel, je voudrais réagir à vos propos, Monsieur Chemkhi. Oui, Monsieur Chemkhi, bonsoir. Je voudrais juste mettre l'accent sur le point suivant. Le président de la République tunisienne, en fait, il adopte plutôt une posture d'arbitre. Hein. Il n'est pas du tout dans la situation du guide suprême qui est là et qui a les solutions toutes prêtes, puisque la décision qu'il a prise hier de s'adresser directement au peuple tunisien et à la société tunisienne, ça consiste tout simplement à solliciter ses concitoyens pour trouver des solutions ensemble. Nous ne sommes pas revenus à la période du précédent président tunisien Habib Bourguiba, qui était le guide suprême, qui était le sauveur de la nation tunisienne et qui avait les clés en main, en quelque sorte. Ce n'est pas du tout le cas avec le président Kais. Il reconnaît effectivement qu'il y a une impasse et il propose l'élaboration ou voire même l'amendement de certains passages de la constitution tunisienne, parce que ce qui se pose actuellement à la société tunisienne, c'est qu'elle est dans une période de désenchantement. Au cours des 3 premières années qui ont suivi la révolution de 2011, beaucoup de temps a été pris pour l'élaboration de la constituante. 3 années, c'est beaucoup. Et en termes économiques, c'est du temps qui a été pris sur l'efficacité de la gestion d'une société. C'est le premier point. Et puis, deuxième point aussi, se pose la question de ce régime parlementaire mixte, un régime parlementaire qui fait que les partis politiques sont obligés de former assez souvent des coalitions, ils s'entendent sur certains points, ils s'opposent sur d'autres points, et par conséquent,
tout ceci gêne le fonctionnement d'un pays. Et c'est ça qui fait que le président Kaïs a été obligé, d'une manière ou d'une autre, si ce n'est pas lui, un autre l'aurait fait à sa place. C'est une question de réglage. Monsieur Chempré, si vous voulez répondre à n'importe quel moment, vous pouvez intervenir, évidemment. Oui, alors, vous avez comparé Saïd à Bourguiba. Même je ne suis pas un fervent admirateur de Bourguiba. Je trouve que Saïd veut être une copie, mais une copie plus ou moins dégradée de Bourguiba. Bourguiba se prenait aussi pour le sauveur suprême. Saïd se prend aussi pour le sauveur suprême. Lui aussi, il nous considère comme des sujets passifs à qui on demande seulement de soutenir. Donc, moi, je ne nie pas que la Tunisie a beaucoup de problèmes. Nous avons énormément de problèmes. Mais ce que je mets en doute, ce que je refuse, c'est qu'on soit traité comme des sujets et qu'une seule personne puisse décider de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Après la révolution du 14 janvier, le sens que les Tunisiens se sont donnés à eux-mêmes, c'est d'être les propres acteurs de leur propre libération, de leur propre avenir. Nous devons être les acteurs. Nous voulons être les acteurs. Oui, mais M. Chempré, il parle justement de consultation populaire, de référendum. C'est un petit peu directement... c'est-à-dire qu'il dit directement au peuple d'intervenir, de prendre le pouvoir également avec lui. Non, c'est ce qu'il dit, effectivement. Mais il y a des outils qui sont expérimentés, il y a des institutions, etc. Ce qu'il met en place. Lui-même, il a dit, moi, je ne veux plus utiliser les anciens outils. Je veux inventer de nouveaux outils. Mais nous ne sommes pas dans une situation où on va faire du bricolage. Donc, je conteste fortement cette approche qui se veut une approche participative, démocratique, etc. C'est quoi? Pendant 4 mois, il va consulter à travers le Internet, dans les gouvernorats ou dans les... franchement, moi, je ne suis pas rassuré du tout. Moi, j'étais... Bien que je mesure bien l'étendue des problèmes auxquels fait face la Tunisie, mais je continue. J'ai l'intime conviction que la sortie ne peut être que collective. Elle peut être négociée entre tous les Tunisiennes, toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens. On n'est plus à l'époque du sauveur suprême. Une seule personne, même dotée des meilleures intentions et que l'enfer est pavé de bonnes intentions, je continue à affirmer que le président, à mon avis, n'a plus la légalité ni la légitimité, qu'il se prévaut, lui, du large soutien, un soutien qui s'effrite au fur et à mesure. Depuis 4 mois, il a perdu une vingtaine de pourcents de soutien dans l'opinion publique. Je ne crois pas que la voie qu'essaye de tracer le président Kais Saïed est la voie du salut pour la Tunisie. C'est une nouvelle, situation qui peut déboucher sur tout, sur est-ce que la réalité tunisienne, est-ce que pendant toutes ces mesures, tout ce coûte de l'argent, et on sait bien que ce qui manque le plus à l'État tunisien aujourd'hui, c'est l'argent. Voilà comment je vois les choses. Je ne suis pas rassuré. Excusez-moi. Oui, je voudrais juste compléter votre intervention en attirant votre attention sur le point suivant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un vide juridique
qui fait que l'absence d'une cour constitutionnelle en Tunisie aurait pu, en 2021, faciliter une transition qui aurait été beaucoup plus transparente, parce que l'absence quand même d'une cour constitutionnelle, c'est un élément qui est important, et on n'en parle pas suffisamment, je pense, en Tunisie. Vous mettez le doigt sur une des erreurs politiques des partis qui étaient au pouvoir, et notamment le parti Nahda, qui ont, par des manœuvres diverses, retardé ou empêché la mise en place de cette institution. Aujourd'hui, bien sûr, son absence se fait ressentir énormément, mais pour vous dire honnêtement, par exemple, le président Saïd, qui avait plusieurs fois réaffirmé son respect de la Constitution, aujourd'hui, ou le 22 septembre, il a balayé la Constitution d'un revers de main. Donc, nous sommes dans une situation assez bizarre, quoi, où le désenchantement des Tunisiens, la faillite des partis politiques a facilité le hold-up du pouvoir, a créé une situation où les Tunisiens ont senti un soulagement le 25 juillet parce qu'ils en avaient marre de la situation. Mais en fait, ils n'ont pas bien fait attention à ce qui va venir par la suite. Le président de la République, un concours de circonstances a facilité son accaparement du pouvoir, et lui, il l'a interprété en étant un chèque en blanc par la suite. Aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas de confiance entre la classe politique et les citoyennes et les citoyens. Il y a un vide politique incroyable que continue de mettre à profit le président de la République, mais c'est comme une situation d'attentisme général, alors que la maison brûle, quoi. Moi, c'est mon intime conviction. Merci, Monsieur Chemri, merci beaucoup. Monsieur Tlili, si vous êtes toujours avec nous, donc cette crise qui était latente a connu un rebondissement justement important le 25 juillet dernier, nous venons de le dire, après que le président ait décidé donc de geler les activités du Parlement en application de l'article, je le rappelle, 80 de la Constitution. 5 mois après, Monsieur Tlili, quel est le bilan qu'on peut établir ensemble ? Si vous permettez, avant, j'aimerais répondre par rapport à la question sur la Cour constitutionnelle. Oui. En fait, la Cour constitutionnelle, on en a beaucoup parlé en Tunisie, et l'un des problèmes était qu'il n'y avait pas de Cour constitutionnelle, mais je pense que personne n'a lu le texte de la Cour constitutionnelle qui a été mise en place. La Cour constitutionnelle n'est pas compétente dans ce genre de questions, et ses compétences ont été très limitées par la partitocratie qui était au pouvoir. Et donc, elle était complètement inefficace. Nous avions un régime politique dont la philosophie principale était le blocage, où tous les pouvoirs devaient être bloqués pour ne pas avancer. Nous étions dans une situation en 2014 où la majorité à l'Assemblée nationale constituante allait perdre les prochaines élections. Elle en a été consciente et elle a réussi à faire une constitution de blocage institutionnel. Et c'est normal, quand on a une situation de blocage institutionnel, qu'en définitive, ça se termine comme ça. Le 25 juillet, si vous voulez, c'était un résultat naturel et attendu par rapport à un régime politique qui était au final réactionnaire et bloqué. Après, aujourd'hui, il faut nuancer un peu le propos. Et s'il est vrai que je pense particulièrement que le président Saïd aurait dû consulter au moins l'UGTT et les autres grandes organisations nationales. L'UGTT, c'est le syndicat des travailleurs tunisiens, parce qu'ils sont réellement représentatifs de leurs adhérents, mais aussi représentatifs de quelque chose, d'intérêts de Tunisiens qui peuvent être discutés. Et ce qui n'a été pas fait, et il faut travailler avec les corps intermédiaires, nous n'allons pas réinventer de nouvelles formes de démocratie. Mais en même temps, dire qu'il n'y a pas de consultation, le président Saïd a essayé de travailler avec les forces politiques pendant une année et ça n'a pas marché. Et les forces politiques n'ont pas du tout été gentilles avec lui. Ça, il faut aussi le rappeler. Et aujourd'hui, le fait que nous avons une feuille de route claire, avec des dates claires, avec des étapes claires, il faut approfondir
profiter de l'occasion et approfondir le débat et essayer de, même si le président n'est pas très ouvert au débat, mais il faut essayer de le relancer et débattre sereinement des modalités de chaque étape. Et débattre avec lui parce qu'aujourd'hui, non seulement c'est la source du pouvoir, c'est le pouvoir. Il n'y a pas d'autre pouvoir en Tunisie aujourd'hui, mis à part le président de la République. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas manifesté, disons, de volonté autocratique. Et il essaie toujours, même s'il n'arrive pas à discuter avec les gens et les gens n'arrivent pas à discuter avec lui, mais aujourd'hui en Tunisie, le climat des libertés n'est pas menacé, la liberté d'expression n'est pas menacée. L'opposition, même à Kais Saïed, qui l'appelle de putschiste, organise des manifestations. La situation aujourd'hui en Tunisie, nous ne sommes pas dans un régime autoritaire et ce n'est pas la fin de la démocratie. Ça peut être une reprise de la démocratie si d'abord les forces politiques qui se disent centristes ou de gauche ou je ne sais pas quoi se rassemblent et organisent de vrais programmes et de vraies propositions à la population. Ceux qui ne veulent pas, aujourd'hui, ils font assumer la responsabilité du processus à un parti, le parti islamiste, qui est très responsable, mais eux aussi sont responsables parce qu'ils sont émiettés, divisés et qui ne se rassemblent pas, mais aussi au président de la République, alors que c'est une responsabilité collective. Si aujourd'hui, on veut vraiment sortir de la situation où nous sommes, dans la feuille de route qu'a mis le président, parce que c'est notre outil aujourd'hui de travail, il faut d'abord organiser une consultation avec les organisations nationales et principalement l'UGTT pour vraiment dresser, si vous voulez, la ligne d'action sociale et économique à faire. Mais il faut aussi que les gens d'abord discutent entre eux et élaborent des programmes et élaborent des propositions. Nous sommes restés... les 10 dernières années, nous avons quasiment eu aucune proposition politique différente les unes des autres. Toutes les propositions politiques se ressemblaient et sur le plan économique et social, les programmes économiques de tous les partis se ressemblaient. Vous pouvez aller voir les votes de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée des représentants du peuple. Vous allez avoir tout le monde qui vote sur les prêts ou sur un certain nombre de prêts. Personne n'a un programme économique et social. Monsieur Tlili, est-ce que justement, est-ce que le président tunisien perd en popularité? Je ne pense pas. Les Tunisiens ont été appelés en vain par certains partis, principalement Qalb Tounes et Ennahda, à se soulever contre leur président, contre ce qu'ils qualifient de coup d'État, entre guillemets, qui aurait été orchestré par Kais Saïed avec l'appui de certaines puissances régionales, Monsieur Tlili. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu ma question ? Le début de la question, je ne vous ai pas entendu, excusez-moi. Alors, je parlais justement de perte de popularité. Vous dites que les citoyens ne sont pas contents de cette politique. Je disais que quand même, les Tunisiens ont été appelés en vain par certains partis, principalement Qalb Tounes et Ennahda, à se soulever contre leur président, contre ce qu'ils qualifient entre guillemets de coup d'État, qui aurait été orchestré par lui-même, donc par Kais Saïed, avec l'appui de certaines puissances régionales. Oui, mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et c'est de bonne guerre d'accuser la partie adverse de tous les maux. Et ces partis-là, dont notamment le parti islamiste, est connu pour avoir des liens très forts à l'international avec certains pays, notamment un pays du Golfe et une ancienne puissance coloniale. Donc, ça, c'est normal d'accuser les uns et les autres. Seulement, les faits sont têtus, comme l'aurait dit Lénine, et les choses sont là. Aujourd'hui, en Tunisie, la situation... On est arrivé à une situation de blocage institutionnel où des pouvoirs en relation très déséquilibrées ne fonctionnent plus. Et si vous voulez, c'était programmé dès le départ que ça allait s'effondrer. Nous sommes arrivés à cet effondrement. Le président de la République, en tant que garant de la continuité de l'État, a choisi l'État, la continuité de l'État. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et je le répète encore une fois, le fait que le président de la République, qui est une autorité qui a été élue et a fait ce pas, vaut mieux qu'un coup d'État militaire ou qu'un vrai coup d'État, de toute façon organisé par des forces de sécurité ou je ne sais pas qui. Et nous sommes dans cette situation. Nous sommes dans une situation où on peut reprendre le processus démocratique sur des bases saines, où la majorité des gens participent, ce qui n'a pas été le cas. Nous avons depuis la Révolution vu une baisse de la participation dans toutes les élections. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui est un processus participatif. Le processus participatif pourrait être plus renforcé si les partenaires sociaux, notamment l'UGTT, participent à l'élaboration des termes de référence de la consultation. Si les partis politiques aussi... Vous avez parlé de partis politiques, je veux vous dire quelque chose. Aujourd'hui, depuis le 25 juillet, il y a 5 mois,
aucun parti politique n'a organisé de congrès extraordinaire pour redéfinir sa ligne politique ou pour remettre en cause sa direction. Parce que tout le personnel politique est responsable du 25 juillet. Mais personne ne veut assumer cette responsabilité. Et on accuse les autres de tous les maux, tout comme le public de Kais Saïed accuse ses opposants d'être des corrompus, etc. Vous avez parlé de l'UGTT, justement, la centrale syndicale, Monsieur Tlili, la centrale syndicale tunisienne. L'Union tunisienne du travail, donc l'UGTT, a montré des signes d'impatience face à cette situation en Tunisie, n'est-ce pas? Impatience, oui, parce qu'on aimerait tous être tranquilles et savoir finalement comment cette histoire va se finir. Le discours d'hier a eu le mérite de mettre une limite temporelle à la période extraordinaire et à la période exceptionnelle, ce qui n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, nous avons au moins des étapes claires, des dates, ce qui n'était pas le cas depuis le 25 juillet jusqu'à hier. Nous n'avions pas de date, nous étions dans le flou total. Aujourd'hui, une partie du flou a diminué. Donc je pense que les gens vont être un peu plus rassurés parce qu'il y avait un certain moment, un moment de doute. Mais il faut que cette période de transition, la continuité de la transition démocratique se termine pour qu'on ait enfin des institutions pérennes et des institutions durables et des mandats définis dans le temps et pour pouvoir nous attaquer à des questions plus importantes telles que les questions, enfin tout aussi importantes, telles que les questions économiques et sociales. Mais nous ne pourrons pas résoudre nos problèmes économiques et sociaux tant que les questions d'ordre politique, et les problèmes politiques et les problèmes institutionnels restent posés en Tunisie. Et ça, c'est très important. On ne peut pas avancer, à moins d'appliquer à la lettre ce que nous demande de faire les FMI. Et là, on peut avancer très rapidement. Mais si on veut vraiment, et là, je pense que c'est ce que veulent les Tunisiens, un État social et un État qui intervient et qui protège les gens, où la richesse est bien partagée entre les gens, il faut régler la question politique et la question démocratique et mettre en place de vrais mécanismes de démocratie et des équilibres entre les institutions politiques pour qu'ils puissent fonctionner normalement. Merci beaucoup. J'en reviens à vous, Monsieur Harel. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste de l'Afrique du Nord et de la Turquie. Le parti qui contrôlait la vie parlementaire en Tunisie était sans conteste Ennahda de Rachid El-Ghannouchi, ouvertement soutenu par les Qataris et les Turcs, justement. Quelle est votre analyse de l'action de cet axe en Afrique du Nord ? Il y a une distinction quand même à faire entre l'action qui a été menée par la Turquie et le Qatar, parce que le Qatar a été un des principaux pays qui ont participé donc à carrément l'attaque qui a été menée contre la Libye en 2011 contre le colonel Kadhafi. Et donc la tentative à l'époque des Qataris, c'était de prendre pied eux aussi en Afrique du Nord, en commençant par Tripoli. Mais très vite, la Turquie lui a emboîté le pas. Pourquoi ? Parce que la Turquie avait une politique également commerciale et économique assez intense vis-à-vis de l'Afrique du Nord. Et pour la Turquie, l'Afrique du Nord, c'est une porte d'entrée vers le reste du continent africain. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle se veut être une puissance régionale. Et donc, au même titre que les autres puissances, comme aussi bien l'Iran que d'autres puissances comme la Chine, par exemple, elle veut avoir sa part du gâteau dans le continent africain. Et bien sûr, elle a commencé par ces deux anciennes possessions de l'Empire ottoman, qui étaient la Libye et la Tunisie. Et justement, on retrouve donc à peu près le même schéma dans l'ouest de la Libye, M. Harel. Dans l'ouest de la Libye, vous parlez de Tripoli. Oui, puisqu'en 2019, la Turquie est intervenue militairement et c'est elle qui a mis fin à l'offensive qui a été déclenchée par le maréchal Haftar avec le soutien des Émirats arabes unis et d'autres puissances pour s'emparer du pouvoir. Pourquoi ? Parce que le maréchal Haftar espérait éventuellement prendre la place tout simplement du colonel Kadhafi en s'emparant de Tripoli. Et puis finalement, les Turcs sont intervenus, ils ont prêté main forte à Tripoli et ils ont stoppé quasiment l'avancée du maréchal Haftar. Je vous propose à ce propos d'écouter ou de réécouter donc une déclaration de Kais Saïed sur le financement étranger. C'était hier soir, on revient juste après pour en débattre. وأكثر من هذه المظاهر التي يعرفها الجميع ثبت بما لا يدعو لأي مجال للشك أن هؤلاء تقاضوا الملايين من الدولارات
ومن الأورو من الخارج في الانتخابات الماضية وما زالوا يدفعون الأموال ويتقاضونها خارج كل إطار قانوني. فأين القضاء؟ لماذا لا يحاسبون هؤلاء كما يحاسبون الفقراء والمساكين؟ هذه أموال الشعب يجب أن تعود إلى صاحبها، وليس لمن اختلس هذه الأموال، وليس لمن ابتز هؤلاء. سابعا، محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها ولا زالوا الآن يجرمون. وعلى القضاء، وأؤكد على القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام. Alors, Monsieur Chemri, j'aimerais tout de suite vous faire réagir. En Tunisie, il y a deux principaux pôles, notamment depuis 2015, depuis l'arrivée donc de Sisi, la chute des islamistes, des frères musulmans en Égypte et l'offensive à Haftar à l'est de la Libye. Comment ceci s'est manifesté dans le contexte politique tunisien? Je sais que le contexte géopolitique de la Tunisie n'est pas de tout repos. C'est ce que nous avons commencé ensemble en 2011. N'était pas facile à faire, surtout que la situation en Libye impactait fortement la Tunisie. Donc aujourd'hui, on espère que les choses vont se normaliser en Libye, surtout si les Libyens arrivent à se débarrasser des ingérences étrangères, et notamment celles de la Turquie et de la France aussi. Je souhaite pour le peuple libyen qu'il retrouve la voie de de la liberté et de l'émancipation, etc. Mais je voudrais, puisque vous avez passé un passage du discours hier du président, je dirais honnêtement, la manière de dire, et ça ne m'impressionne pas beaucoup sur le financement, l'argent qui arrive, etc., sur le droit du peuple. Il faut, s'il y a des gens qui ont commis des crimes, il faut les juger. Jeter le discorde comme ça, de manière générale, sur le politique, sur la justice, dire que la justice ou sous-entendre que la justice participe à ce processus. Moi, je ne suis pas... Vous savez, on a eu l'expérience d'hommes politiques qui faisaient de beaux discours sur la démocratie, sur la justice sociale, etc., mais qui, dans la pratique, ne faisaient rien du tout pour changer la situation des Tunisiennes et des Tunisiens. Mais je ne voudrais pas vous quitter sur une note négative. Je pense que le processus que nous avons entamé en 2011 en Tunisie est un bon processus, mais il lui faut du temps pour mûrir. Les Tunisiennes et les Tunisiens ont commencé dans la pratique à agir sur les affaires qui les concernent. Nous avons beaucoup appris. C'est vrai, on a tendance à parler des aspects négatifs, des erreurs, beaucoup d'erreurs. Nous avons commis énormément d'erreurs. Mais en même temps, nous avons réussi à marquer beaucoup de points. Les Tunisiens et les Tunisiens aujourd'hui s'intéressent à la politique, aux affaires qui les concernent. Et depuis le 25 juillet, nous sommes dans un, comment dire, ce processus a été rompu par le coup de force de Saïd. Il nous a remplacés en quelque sorte, mais je pense que ce processus reprendra son cours. J'espère qu'il ne sera pas trop tard.
que nous saurons dans un avenir proche retrouver la voie de l'auto-émancipation. Moi, je crois beaucoup à l'émancipation des gens par eux-mêmes, à travers les institutions, à travers des règles claires. Il faut le respect des règles, il faut des réformes, et il faut faire sauter les verrous qui se refusent à ces réformes. L'État a besoin de finances saines. Les réformes sont là, mais on n'arrive pas à les appliquer. Il y a beaucoup de résistance, beaucoup de foyers de lobbies, de forces contraires qui barrent la route de la Tunisie. Mais j'espère qu'avec nos voisins et frères et amis algériens, nous attendons la visite du président algérien dans les prochains jours, je crois le 15 ou le 16 décembre. J'espère que l'amitié historique qui lie la Tunisie à l'Algérie saura être d'une bonne aide dans ces moments difficiles pour la Tunisie, pour le bien-être de tous les peuples, aussi bien libyens, tunisiens ou algériens, dans cette recherche de la prospérité sociale et économique. Merci, Monsieur Chempré. Justement, on va parler de cette relation entre l'Algérie et la Tunisie, une relation fraternelle, forte, qui puise ses racines dans l'histoire. Monsieur Harirash, c'est également une relation donc essentielle pour les deux parties, autant pour la Tunisie que l'Algérie sur le plan politique, économique et sécuritaire. Que pensez-vous du rôle de l'Algérie dans le soutien à la sortie de la crise en Tunisie ? Elle a un rôle qui est de plus en plus important parce que l'Algérie est intervenue au cours de l'année 2021 où elle a prêté main forte à nos voisins tunisiens qui ont été pris d'assaut par ce coronavirus et qui a fait que l'Algérie a dû les soutenir en leur envoyant par exemple de l'oxygène, du matériel médical. Elle leur vend aussi du gaz mais à un prix réduit. Quelque part, c'est une forme de subvention. Et puis aussi, il y a une coopération sécuritaire, ne l'oublions pas, qui est importante au niveau des frontières de part et d'autre, et qui fait que l'Algérie, elle aussi, de son côté, depuis l'avènement du président Abdelmadjid Tebboune, essaye de reprendre la main dans sa sphère régionale. Et naturellement, la Tunisie est toute proche. Elle est proche géographiquement, historiquement, culturellement. Et ce pays-là, il ne faut pas oublier, a été la base arrière de l'ALN. Pendant la guerre de libération nationale, la Tunisie a représenté la profondeur stratégique de l'ALN, FLN, au cours de la guerre donc, de libération entre 1954 et 1962. Et Monsieur Tlili, dans le même contexte, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au rôle de l'Algérie dans le soutien à la sortie de la crise en Tunisie et dans la perspective donc, stratégique commune dans un moment critique dans la région afro-méditerranéenne ? Avant, je voudrais vous dire que je suis d'abord très fier que mes deux grands-pères, qui sont tunisiens et bien tunisiens, ont été reconnus par l'Algérie comme étant des moudjahidines. Oui. C'est-à-dire que partant de là, les relations entre la Tunisie et l'Algérie ne sont pas souvent très bonnes ou excellentes, mais elles ne deviennent bonnes et excellentes et fraternelles et cordiales et indéflectibles que quand l'un des pays est en crise. Et ça, c'est ce que nous a montré toute l'histoire. À chaque fois que si nos deux pays vont bien et vont très bien, ils vont se chamailler. C'est comme dans des histoires de famille. Mais quand un de nos pays est en crise, il y a l'autre pays et l'autre peuple surtout qui deviendra son soutien indéflectible. Et aujourd'hui, par rapport à la question du rôle de l'Algérie, ce n'est pas tant le rôle de l'Algérie parce que l'Algérie est là et va soutenir la Tunisie. La Tunisie, c'est sa seule frontière, je pense, où il n'y a pas de situation de conflit. Les Algériens, contrairement à d'autres puissances amies, ont un discours très rationnel en Tunisie et ils appellent toujours les partis à essayer d'être ensemble et à essayer de discuter de leurs divergences sans qu'il y ait d'intervention et d'ingérence étrangère. Et les Algériens sont très respectueux de la souveraineté tunisienne et n'essaient pas d'imposer leur but diplomatique sur la Tunisie. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très très important à marquer, contrairement à d'autres
pays amis ou d'autres partenaires qui ont besoin en fait d'un soutien diplomatique avancé de la Tunisie par rapport à leur conflit. Et vous savez, le Premier ministre algérien et le ministre des Finances s'est rendu tout récemment à Tunis, où il a été reçu par le président tunisien, donc Kais Saïed. Demain, Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, effectuera une visite d'État en Tunisie. Une visite donc qui, je pense, produira des décisions importantes et débouchera certainement sur un rapprochement sans précédent que les deux peuples souhaiteraient, Monsieur Tlili. Ça c'est normal. Vous savez que l'indépendance de nos pays a été faite par des gens qui pensaient qu'à terme nous allons être tous ensemble un seul pays, de la Mauritanie jusqu'en Libye, qui pensaient foncièrement à cette unité de l'Afrique du Nord ou du Maghreb arabe. Le nom importe peu, mais à cette unité de peuples qui ont quand même beaucoup partagé et qui partageront encore beaucoup. Et le fait que l'Algérie soit là, c'est une situation, on va dire, aussi normale et naturelle dans des conditions que vit la Tunisie, mais il y a aussi une responsabilité de la part de l'Algérie. Parce que le pouvoir algérien aujourd'hui sait pertinemment que si jamais la situation devient mauvaise, on va dire, en Tunisie, ou si la situation déborde, ce ne sont pas seulement les Tunisiens qui vont souffrir, mais aussi en bonne partie les Algériens. Et soutenir la Tunisie, c'est aussi soutenir l'Algérie ou bien veiller au bien-être du peuple algérien. Donc la question de l'intérêt stratégique algérien est là. Et c'est pour ça que l'Algérie prenne ses responsabilités. En plus, comme je vous l'ai dit, en période de crise, la Tunisie, ou l'Algérie d'ailleurs, ne se trouve que... ils se font face et ils s'entraident. Et ça aussi, c'est très important. Et c'est ce qui caractérise notre relation, notre fraternité. C'est que nous pouvons être en conflit, et nous avons souvent été en conflit, mais lorsque la situation est vraiment grave dans un pays, nous ne sommes plus en pays et nous partageons et nos ressources et nos... Tout à l'heure, notre collègue sur votre plateau a parlé de la révolution algérienne. Et vous savez que lorsque la Tunisie est devenue indépendante, nous avions fait des accords avec l'ancienne puissance coloniale sur certaines questions. Et l'ancienne puissance coloniale n'a pas respecté ses engagements envers la Tunisie parce que la Tunisie avait abrité les révolutionnaires algériens et l'armée de libération algérienne. Donc nous avons aussi eu à un certain moment, payé notre soutien à l'Algérie, mais nous ne le regrettons pas et si c'était à refaire, je pense que ça se refera naturellement. Parce que c'est là, où se matérialise le fait de dire que nous sommes de vrais peuples frères. Et je pense que c'est une vieille tradition, une vieille habitude de pays voisins, de pays frères, de peuples frères, de peuples voisins. Monsieur Tlili, je vais poser la même question à Monsieur Halel ici présent. Je vous la pose d'abord à vous. Où en sont les relations entre la Tunisie et le Maroc aujourd'hui? Monsieur Tlili? Oui. Alors, je vous ai posé la question, je vous disais, en parlant de pays voisins, où en sont les relations entre la Tunisie et le Maroc aujourd'hui? Nous avons de bonnes relations avec le Maroc. Et vous savez que la Tunisie est un pays qui, sa ligne diplomatique a été de ne pas entrer dans les conflits et d'être toujours dans une situation de neutralité positive. C'est-à-dire que la Tunisie a souvent proposé à des pays en conflit ou qui avaient des problèmes leur médiation. Par exemple, la Tunisie avait proposé à la République démocratique du Vietnam, donc au Vietnam Nord, de faire les bons offices pour essayer de trouver des négociations avec les Américains. La Tunisie a toujours essayé d'intervenir dans les questions conflictuelles de façon neutre, mais aussi de façon à trouver des solutions. Sauf bien sûr dans les questions qui sont très importantes, qui sont fondamentales et qui touchent, que ce soit à la légalité internationale, donc notamment notre soutien au peuple palestinien, mais aussi notre contestation des régimes d'apartheid et des régimes racistes qui existaient en Afrique. Donc aujourd'hui, ce que pourrait faire la diplomatie tunisienne, c'est toujours d'intervenir en essayant de trouver des terrains d'entente et d'accord, parce que il serait beaucoup mieux que dans une paix, indépendamment de la responsabilité des mains, que nos relations se construisent dans la paix et dans l'échange et dans l'amitié.
Et je pense que c'est ce que les Tunisiens devraient s'investir à faire. Et surtout que aujourd'hui, nous avons réussi depuis quelque temps à sortir de la politique des axes. C'est-à-dire que avec les islamistes et leurs alliés, nous nous sommes trouvés dans un axe qataro-turc et leurs alliés contre d'autres pays frères et amis. Et ce n'est pas la Tunisie. La Tunisie a vocation à être amie avec tout le monde, et aussi a vocation de défendre les causes justes, et a vocation de proposer ses bons offices et d'essayer toujours de rapprocher tous les pays frères, les pays amis, et d'essayer de trouver des solutions pacifiques au conflit, et peut-être pousser vers une intégration régionale plus développée. Merci, M. Tlili. Oui, M. Harera. Oui, M. Tlili a eu un développement qui était axé essentiellement sur la politique étrangère de la Tunisie, politique, diplomatie. Et de ce point de vue-là, la Tunisie observe en quelque sorte, elle pratique une politique de bon voisinage dans la région d'Afrique du Nord. Mais je voudrais quand même apporter un bémol par rapport à son intervention, parce que d'un point de vue économique, les deux pays sont de plus en plus rivaux, parce qu'ils ont des activités qui sont similaires, que ce soit en ce qui concerne le tourisme, que ce soit dans le domaine du textile, dans le domaine de l'agriculture. Et un certain nombre d'acteurs privés économiques tunisiens sont de plus en plus grincheux, parce qu'ils considèrent que depuis la révolution et la déstabilisation qui a eu lieu en Tunisie en 2011, le Maroc mène quand même une politique de détournement en ce qui concerne notamment les investisseurs. Il y a à peu près 400 entreprises qui étaient installées en Tunisie et qui ont déménagé au Maroc. Et vous avez près de 2100 investisseurs qui ont quitté la Tunisie pour s'installer au Maroc suite donc au processus révolutionnaire. C'est juste ce point-là qui était important de préciser. Merci beaucoup. Alors, on en arrive presque à la fin de notre débat. Quelles sont les pistes de sortie de crise, M. Harelech, en 3 petites lignes, s'il vous plaît, très rapidement? Les pistes, elles sont là. Tout à l'heure, j'avais parlé justement de la remise en selle d'une cour constitutionnelle, et apparemment les 2 intervenants tunisiens qui étaient en notre compagnie au cours de cette émission sont d'accord pour que la Tunisie se dote d'une cour constitutionnelle de manière à faciliter en quelque sorte les transitions en période délicate. C'est une première piste. La deuxième piste, c'est la relance de la coopération avec les pays voisins, et à commencer par l'Algérie, puisqu'il va y avoir des accords commerciaux et économiques qui vont être signés entre les 2 pays. Et ça va permettre une plus grande intégration économique. Il y a un projet d'intégration qui a été annoncé d'ailleurs par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman, lors de sa visite en Tunisie. Oui, tout à fait. Il est en cours d'élaboration actuellement. Et enfin, le 3e point, ça concerne tout simplement la mobilisation des 2 pays pour des questions comme la question palestinienne, puisque l'Algérie et la Tunisie sont quasiment les 2 derniers pays arabes à soutenir la cause du peuple palestinien sans vouloir l'instrumentaliser. Merci beaucoup. Reda Harelech, je rappelle que vous êtes spécialiste en sociologie des conflits, spécialiste d'Afrique du Nord et de Turquie. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour tous ces éclaircissements. Fethi Chemri, ancien député tunisien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. En 3 petits mots, même question. Quelles sont les pistes de sortie de crise en Tunisie, Monsieur Chemri? Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, je crois à la souveraineté populaire. J'espère qu'elle ne tardera pas à revenir. Je pense que l'Algérie, le gouvernement algérien peut être d'un soutien et un partenaire efficace pour aider à cette sortie de crise. Et je l'appelle de tous mes voeux, et je sais que beaucoup de choses lient les 2 peuples tunisiens et algériens, et je reste confiant. Merci beaucoup, Monsieur Chemri. Youssef Tlili, vous êtes constitutionnaliste tunisien. Merci pour toutes ces précisions. Et en 3 mots également, quelles sont les pistes de sortie de crise en Tunisie? Renforcer les consultations, notamment en intégrant de façon structurelle les organisations nationales telles que le Grand Syndicat des Travailleurs, le GTT ou le patronat, etc. Et tout. Ça, c'est quelque chose d'indéniable avec la consultation populaire et le processus qui a été fixé. Ensuite, il y a quelque chose qui doit être fait par les acteurs politiques eux-mêmes,
qui est de se réorganiser, d'organiser des congrès exceptionnels, de développer des programmes et des positions politiques, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Aujourd'hui, nous sommes en train de réagir à l'actualité et non pas de développer des propositions concrètes. Et enfin, et bien sûr, se relancer dans un processus diplomatique et de coopération internationale qui respecte notre souveraineté, mais aussi qui soit ouvert et inclusif et dont la seule motivation soit notre intérêt national. Nous avons par exemple rompu nos relations diplomatiques en 2012, je pense, avec la Syrie pour une question d'alignement qui ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas en conflit avec la Syrie. Ça, c'est à titre d'exemple. Aujourd'hui, nous devons avoir une diplomatie parce que nous n'avons pas de quoi faire une levée de fonds à l'intérieur du pays. C'est à l'international que nous devons chercher, chez nos amis, chez nos frères et chez nos partenaires, notre soutien. Mais nous devons faire cela rapidement et avec une nouvelle vision et une vision ouverte. Merci. Merci beaucoup à Youssef Tlili, constitutionnaliste tunisien. Merci à vous trois de m'avoir accompagné lors de ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi, même heure, pour un nouveau décryptage.